Plus de 8 millions de Panzerfaust sont sortis des usines allemandes en à peine quelques années. 8 millions de tubes explosifs répartis dans les tranchées, les villes et les forêts, qui sont devenus une ombre permanente planant sur chaque char allié. L'Allemagne avait trouvé en eux une solution aussi simple que létale. Une arme bon marché, rapide à produire et suffisamment légère pour que n'importe quel soldat d'infanterie puisse la manier. Avec un Panzerfaust entre les mains, un paysan devenu soldat avait le pouvoir d'arrêter un colosse d'acier de 30 tonnes. À chaque livraison sur le front, les champs de bataille étaient inondés par l'un des engins les plus redoutés de toute la Seconde Guerre mondiale. Il ne nécessitait ni des mois d'instruction, ni une discipline d'élite. Il suffisait d'un instant de courage, d'un tir à courte distance, et un char pouvait être réduit à une boule de feu fumante en quelques secondes. Mais ce qui naquit comme le salut du fantassin se transforma en quelque chose de bien plus sombre. Lors des derniers jours du Reich, alors qu'il ne restait plus de divisions blindées capables de défendre Berlin, le Panzerfaust passa des mains des soldats à celles des civils. Des hommes de 60 ans, des femmes, des adolescents et même des enfants furent armés de ces tubes jetables et envoyés contre les colonnes de chars soviétiques et alliés qui avançaient sans relâche. À ce moment, le Panzerfaust cessa d'être une ressource militaire pour devenir un symbole de désespoir absolu. Le portrait d'un régime en ruine, jetant son propre peuple contre l'acier ennemi. Vous l'avez vu dans les films. Vous vous en souvenez dans des scènes d'action. Mais ce qui suit est différent. Voici l'histoire complète du Panzerfaust, l'arme jetable qui a changé le visage de la guerre. La naissance d'un besoin. Tout a commencé sur le front de l'Est, une terre où le froid pouvait tuer aussi facilement qu'une balle. L'hiver soviétique était impitoyable, mais l'ennemi qui approchait l'était encore plus. En 1941, l'invasion allemande semblait irrésistible. La Wehrmacht avançait comme une machine bien huilée. Des colonnes interminables de panzers filaient à toute vitesse, et les chars légers soviétiques de la série BT tombaient, les uns après les autres, incapables de résister à la poussée allemande. Il semblait que rien ne pourrait arrêter ce déferlement d'acier, mais cette illusion d'invincibilité ne tarda pas à s'effondrer. Très vite, les Allemands se heurtèrent à quelque chose qu'ils n'avaient hier pas prévu, le T-34 et le Colosse KV-1. Des blindés modernes, rapides sur le terrain, armés de canons dévastateurs et couverts d'un blindage qui semblait indestructible. Pour les soldats allemands de l'époque, ce fut comme voir surgir de nulle part un géant d'acier invulnérable. La fierté de l'artillerie allemande, le canon anti-char de 37 mm, devint un objet de moquerie. Les soldats le surnommèrent avec mépris le heurtoir de porte, car tirer avec sur un T-34 était aussi inutile que de frapper un mur avec une barre de fer. Même les Panzer III ou les Panzer IV, la colonne vertébrale de la force blindée allemande, ne pouvaient affronter avec certitude cette nouvelle génération soviétique. La situation était désespérée et la conclusion évidente, l'Allemagne avait besoin de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'immédiat. Une arme bon marché, légère, facile à produire, en masse, et qui donnerait aux soldats ordinaires, aux fantassins dans sa tranchée, la possibilité d'arrêter un monstre d'acier de 30 tonnes. C'est ainsi que commença la course contre la montre pour l'arme anti-char définitive. Une solution désespérée. La réponse allemande fut un concept aussi simple que révolutionnaire, qui semblait tout droit sorti du désespoir lui-même. Ce n'était pas un canon lourd tiré par des chevaux, ni une pièce d'artillerie sophistiquée nécessitant toute une équipe pour opérer. C'était quelque chose de bien plus modeste et de bien plus ingénieux. Un tube jetable, léger, bon marché et sans recul, conçu pour lancer une charge creuse directement contre le blindage ennemi. En 1943,
Cette invention prit forme sous un nom qui allait déjà instiller la peur, le Panzerfaust 30. À première vue, il semblait rudimentaire, presque improvisé. Un projectile en forme de grenade monté sur un tube d'acier, peint avec des instructions basiques. Pas d'engrenage complexe ni de système délicat. Juste une arme conçue pour tirer une fois, puis être jetée. Son fonctionnement frisait la simplicité enfantine. Lever le viseur, pointer, presser la barre de détente et libérer un jet de feu qui transformait n'importe quel char allié en un bûcher ardent. Le recul était minime, mais il y avait un prix mortel à payer. La lamarada qui jaillissait à l'arrière. Quiconque se trouvait à moins de 10 mètres derrière le tireur était enveloppé dans une explosion de flammes et de gaz toxiques. Sa véritable létalité résidait dans sa tête explosive à charge creuse. À l'impact, l'explosion concentrait toute son énergie en un jet incandescent capable de traverser entre 140 et 200 mm d'acier comme si c'était du beurre. En 1943, aucun char allié ne pouvait résister à un tel coup, même de face. Mais le Panzerfaust avait aussi un talon d'Achille, sa portée. À peine 30 mètres effectifs. Cela en faisait une arme de très courte portée, une ressource désespérée qui obligeait le soldat à attendre que la masse d'acier soit pratiquement sur lui. C'était un duel à mort, un bras de fer mortel entre le courage du fantassin et le rugissement du blindé qui fonçait sur lui, écrasant la terre à chaque mètre gagné. Le baptême du feu, le Panzerfaust, a fait ses débuts sur le front de l'Est à l'automne 1943, et il est arrivé au moment parfait. Les divisions soviétiques lançaient offensive sur offensive, et les chars T-34 avançaient en vagues interminables, comme si rien ne pouvait les arrêter. Pour de nombreux soldats allemands, cela ressemblait à une marée d'acier impossible à endiguer. C'est alors que la nouvelle arme est entrée en action, et les résultats furent immédiats, brutaux et surprenants même pour ceux qui l'utilisaient. Quelques secondes d'attente, un tir précis depuis une tranchée, une grange détruite ou une maison en ruine. Et soudain, un géant d'acier se retrouvait enveloppé de flammes. Les tranchées allemandes, autrefois balayées par les charges blindées soviétiques, pouvaient maintenant résister grâce à un seul homme, caché derrière la terre ou dans les décombres, armé d'un simple tube explosif. La Wehrmacht ne tarda pas à comprendre le potentiel de sa création. Ils formèrent alors les Panzerkommandos, des équipes de chasseurs de chars opérant en petits groupes. Ils se dissimulaient dans les forêts, les bâtiments effondrés, ou même les égouts, attendant patiemment le moment où un char présenterait son flanc ou son arrière. Alors, un unique tir suffisait pour transformer un blindé soviétique qui avait coûté des mois de travail, d'acier et d'entraînement de son équipage en une simple montagne fumante de ferraille. Le Panzerfaust était bon marché, simple et létal. Une pièce jetable de métal et d'explosifs valant quelques pièces pouvait détruire en secondes une machine de guerre qui coûtait une fortune. Mais cette létalité s'accompagnait d'un prix terrible. Avec à peine 30 mètres de portée, chaque tir était aussi un acte suicidaire. Le soldat devait attendre que la masse d'acier soit pratiquement sur lui, écoutant le fracas des chenilles et le rugissement du moteur. S'il manquait sa cible, ou si l'impact ne détruisait pas le char, la riposte était immédiate et défoudroyante. Ainsi, le Panzerfaust est devenu plus qu'une arme. C'était à la fois une ressource de destruction dévastatrice et une sentence de mort pour celui qui osait le brandir. L'arme omniprésente. En 1944, le Panzerfaust n'était plus une ressource limitée, ni une expérience d'urgence. Il était devenu une arme omniprésente. Partout où combattait la Wehrmacht, ces tubes explosifs étaient bientôt présents. Normandie, Varsovie, Budapest, Berlin. Chaque ville réduite en ruines se transformait en un piège mortel pour les blindés alliés. Dans les rues étroites,
Entre les murs effondrés et les bâtiments dans l'ombre, les chars avançaient avec peur. Ce n'était pas le rugissement d'un canon qu'ils craignaient, mais la possibilité que, derrière n'importe quel coin de rue, apparaisse la silhouette fugace d'un soldat, d'un adolescent, ou même d'un enfant, levant un Panzerfaust et tirant à bout portant. Un seul impact suffisait, et un Sherman ou un Churchill pouvait brûler en quelques secondes, transformé en une torche métallique sous le regard abasourdi de son équipage. La menace était si constante que Britanniques et Américains furent contraints d'improviser des défenses désespérées, des grilles métalliques, des troncs d'arbres attachés sur les flancs, des maillons de chenilles, des sacs de sable, et même les célèbres cages d'acier soudées sur les tourelles, espérant que le projectile détonnerait avant de toucher le blindage réel. Mais dans le labyrinthe des villes détruites, où les distances se mesuraient en mètres et les embuscades étaient inévitables, ces précautions ne servaient pas à grand-chose. Pendant ce temps, l'arme n'a cessé d'évoluer. Du Panzerfaust 30 initial, on était passé au 60, puis au 100, et enfin au 150, chaque version ayant plus de portée, plus de précision et plus de puissance destructrice. Et dans les derniers 2 mois de la guerre, les ingénieurs allemands sont allés encore plus loin. Ils ont conçu un modèle rechargeable avec une poignée et un système de mise à feu électrique. Une version en avance sur son temps, qui allait devenir l'ancêtre direct du RPG moderne. À ce moment-là, le Panzerfaust n'était plus seulement une arme improvisée, c'était le symbole d'un ennemi invisible qui pouvait surgir de n'importe quel coin, de n'importe quelle fenêtre, de n'importe quelle ruine. Et chaque char allié savait que, derrière le prochain virage, sa fin pouvait l'attendre. Le dernier recours, quand la défaite était déjà inévitable et que le Troisième Reich s'effondrait sur ses propres fondations, les Panzerfaust inondèrent les mains du Volkssturm, la milice improvisée du dernier effort. Ce n'étaient pas des soldats professionnels. Ce n'étaient pas des vétérans aguerris par des années de campagne. C'étaient des hommes de 60 ans, arrachés à leur foyer, des ouvriers et des paysans avec plus de cales aux mains que d'expérience au combat. C'étaient des adolescents d'à peine 16 ans, sortis des salles de classe et vêtus d'uniformes trop grands pour leur corps. C'étaient des femmes, et même des enfants, à qui l'on remettait un tube explosif et un ordre d'une simplicité brutale, défendez Berlin. Dans les décombres de la capitale, au milieu des ruines fumantes, des cratères d'artillerie et des rues réduites en poussière, des milliers d'entre eux sont sortis affronter des colonnes de Shermans, de Churchills et de T-34 qui avançaient sans relâche vers le cœur du Reich. Un vieil homme voûté ou un garçon, à la voix encore fluette, pouvait, d'un seul tir, faire brûler une masse d'acier. Et oui, ils y sont parvenus. Des dizaines de blindés alliés ont été transformés en ferraille dans les avenues détruites de Berlin. Mais chaque tir était aussi un pacte avec la mort. La courte portée du Panzerfaust obligeait à attendre le dernier moment jusqu'à sentir la vibration des chenilles sur le sol. Et après chaque impact, la riposte était immédiate et brutale. Les pertes furent innombrables, le prix humain dévastateur. Ce qui, en 1943, était né comme une arme pour donner sa chance à un soldat face à l'acier ennemi, s'était transformé en 1945 en quelque chose de bien plus sinistre. Le symbole du désespoir absolu d'un régime moribond qui jetait son propre peuple dans une lutte sans espoir. Le Panzerfaust a cessé d'être une simple arme. Il est devenu le portrait le plus sombre de la guerre, un tube d'acier dans les mains d'un enfant, visant un monstre blindé qui avançait inexorablement parmi les cendres de Berlin. L'héritage. La guerre a pris fin avant que les versions les plus avancées du Panzerfaust ne puissent voir le jour. Les ateliers qui devaient bien les fabriquer furent bombardés, les ingénieurs s'enfuirent ou moururent.
et les prototypes furent oubliés dans les décombres, transformés en projets qui ne seraient jamais achevés. Mais l'empreinte du Panzerfaust dans l'histoire était déjà indélébile. À peine 4 ans après la capitulation allemande, en 1949, l'Union soviétique a présenté le RPG-2, un lance-roquettes portatif dont l'inspiration était impossible à cacher. C'était l'héritier direct du Panzerfaust, ce qui n'était pas né comme une ressource improvisée, créé au milieu du désespoir du Reich, est devenu le point de départ de toute une nouvelle génération d'armes anti-chars. Le Panzerfaust fut, en essence, le père de toutes les armes portatives modernes contre les blindés. Un design simple, brutal et efficace qui a changé à jamais la manière dont un soldat d'infanterie pouvait affronter une machine de guerre de plusieurs tonnes. Son véritable héritage ne se mesure pas seulement aux chars qu'il a détruits, mais à l'idée qu'il a semée. Désormais, aucun blindé ne serait plus jamais complètement en sécurité. Derrière chaque coin de rue, dans n'importe quelle ruine ou à l'ombre d'une forêt, pouvait se cacher un ennemi avec une arme capable de transformer l'acier le plus épais en un cercueil ardent. Le Panzerfaust a marqué le début d'une ère où l'infanterie n'était plus sans défense face à la puissance blindée, et ce changement, né du désespoir allemand, a façonné le champ de bataille moderne jusqu'à nos jours. Le Panzerfaust fut, à la fois, le salut d'un soldat sur le front et la condamnation de tout un peuple dans les derniers jours du Reich. Une invention d'apparence simple, mais d'une efficacité létale, qui a transformé à jamais la manière d'affronter les chars en combat rapproché. Et voici un fait que très peu de gens connaissent. Dans la phase finale de la guerre, près de 70% des pertes de chars soviétiques n'ont pas été causées par les redoutables chars Tigre, ni par les célèbres canons Flak de 90 mm, mais par ces simples tubes, jetables, des armes mises entre les mains de soldats épuisés et, plus tard, de civils poussés à une lutte désespérée. Le Panzerfaust fut bien plus qu'une arme. Ce fut un symbole, le rappel que la guerre moderne pouvait se réduire à un geste simple, à un tir fugace depuis l'ombre, capable de réduire en cendres une machine de guerre qui coûtait une fortune à construire, une invention qui a changé l'équilibre du pouvoir sur les champs de bataille, mais qui a en même temps exposé le visage le plus sombre de la guerre, celui d'un enfant, d'un vieillard ou d'un civil armé d'un tube explosif, envoyé mourir contre un ennemi implacable. Maintenant, je veux vous poser la question. Que pensez-vous du Panzerfaust ? Le voyez-vous comme un brillant exploit de l'ingénierie militaire ou comme un rappel tragique du désespoir humain dans les jours les plus sombres de l'histoire ? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits cachés, dramatiques et surprenants de la Seconde Guerre mondiale.